5 000 enfants eurasiens sont dispersés dans des institutions publiques. 30 000 personnes sont cantonnées dans les camps militaires désaffectés de Sainte-Livrade et de Bias. Vous connaissez le camp des rapatriés d'Indochine? Non, non. Non. Je sais par là, c'est par là. Hein. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui. Hein, voilà. Oui, quand ils sont arrivés du Vietnam, ils sont ici. Je ne sais pas maintenant comment ça fonctionne là-bas. Hein. Je ne sais pas vous dire du tout. Hein. C'est pas formidable. Hein. Non, c'est un peu à l'abandon. Tout est à l'abandon un peu. Ils ne sont plus qu'une centaine, oubliés depuis près d'un demi-siècle dans ces anciens baraquements militaires tout près du village de Sainte-Livrade, dans le Lot-et-Garonne. À leur arrivée en 1956, ils avaient été baptisés rapatriés d'Indochine par les autorités françaises. Ils étaient quelques milliers à devoir fuir leur pays après l'indépendance du Vietnam. Il y avait les veuves, ou les compagnes vietnamiennes de soldats français avec leurs enfants métis, et tous ces jeunes Vietnamiens ou Eurasiens qui avaient dû faire leur service militaire ou s'engager dans l'armée française. Emmenant avec eux ceux qui avaient servi la France ou partagé la vie de certains de ses fils. Ils partaient les mains vides, avec le fragile espoir d'oublier la guerre et de refaire leur vie dans un autre pays. Un pays qui était aussi le leur. La grande majorité d'entre eux avaient un passeport français. À leur arrivée en France, ils ont rejoint des camps de transit comme celui de Sainte-Livrade. L'État avait réquisitionné cet ancien camp militaire désaffecté depuis plus de 15 ans. Les plus aisés, les plus chanceux, n'y ont passé que peu de temps. Les autres ont attendu en vain une aide de la France. Certains y sont encore. Participé à toutes les grandes batailles. Nam Dinh, Phu Ly, Van Dien. Il disait que l'État était injuste envers lui. Il a gardé cette rancœur jusqu'à sa mort. L'État est vraiment injuste. On n'a rien fait pour ceux qui se sont battus pour la France. Personne ne nous a aidés. Il n'y a que quelques privilégiés, ceux qui ont le bras long, qui s'en sont bien sortis. Maintenant que mon mari est mort, les gens me disent que je peux demander une pension de veuve de guerre. Mais moi, je ne veux pas. Mes enfants ne me laissent pas mourir de faim. Alors non, je ne demanderai rien. Près d'un autre village de France, dans la vallée du Lot, d'autres oubliés de l'Indochine sont installés dans un ancien camp militaire. C'étaient les plus vieux, les plus vieilles, qui aujourd'hui viennent prier régulièrement dans une pagode bouddhiste improvisée au fond d'un baraquement. Et leur prière est comme une longue plainte, car depuis quelques semaines, elles prient surtout pour la fin des combats dans leur pays. Et cela dans un décor qui leur rappelle les pagodes d'Hanoï et de Saigon. Et elles prient durant des heures. Ça fait plus de 40 ans que je ne suis pas retournée là-bas. Ça me manque vraiment. Mình đi thì mình nhớ 40 năm mình không được gặp. Dans ce camp refermé sur lui-même, encore entouré de grillages, c'est depuis 15 ans l'attente, dans une sorte de résignation, à l'écoute de toutes les informations sur ce qui peut se passer là-bas. J'ai eu des moments très durs dans ma vie.
J'étais triste. Je pleurais par moments, mais toute seule. Surtout à l'époque où les enfants étaient petits. Regardez ces 3 petits dans le lit. Moi, j'étais dans mon coin et je pleurais. Toute seule. Réaffirme ses exigences classiques, en particulier retrait des 300 000 soldats nord-vietnamiens et participation directe de son gouvernement aux négociations. Et puis, brusquement, dans les dernières minutes du discours... Ainsi vivent aujourd'hui encore beaucoup d'oubliés de l'Indochine. Ils ne savent pas ce que va être leur avenir. Mais plus que les politiciens ou les spécialistes, et peut-être parce qu'ils ont été brisés et marqués, comme le père de Joséphine, ces oubliés restent inquiets. Ce matin, les conversations ont porté sur les aspects internationaux d'une solution vietnamienne, c'est-à-dire les garanties par les grandes puissances. En quittant le Vietnam, les femmes n'avaient qu'une seule préoccupation, leurs enfants. Ces enfants qu'elles avaient tués avec des métis ou avec des militaires français. Elles voulaient qu'ils aient une belle vie, là-bas, en France. Certaines étaient veuves de guerre. D'autres n'avaient connu que des amours éphémères. De ces amours coloniales où, la paix revenue, les soldats disparaissaient, laissant derrière eux une compagne et parfois plusieurs enfants. C'est pour toutes ces mères célibataires, veuves ou divorcées, que l'installation en France était la plus difficile. Ce sont les oubliés de la guerre d'Indochine. Ceux qui, après Dien Bien Phu, après les accords de Genève, après 1955, ont choisi de vivre en France. Ils avaient la nationalité française pour certains services rendus à la France. Ils étaient catholiques pour la plupart. Quelques-uns venaient même des anciens comptoirs français de l'Inde, d'autres des légionnaires d'Afrique. Mais en majorité, ils étaient d'Hanoï, de Saigon, ou du Laos, ou du Cambodge. Ils arrivaient, et ils arrivent encore, selon l'extension des combats, des villes, des villages et des plantations. Presque tous se sont dispersés à travers la France, mais les autres, ceux qui n'avaient pas de relations, ceux qui voulaient rester entre eux, sont allés de camp en centre d'accueil, ballottés au hasard des paperasses de l'administration française. C'est malheureux de voir que rien n'a été fait pour ces gens-là. Et qu'ils sont là, ils subissent ce qu'on leur offre, le peu qu'on leur a offert jusqu'à maintenant. La plupart n'avaient connu que la ville, Hanoï, Saigon, et une vie plutôt aisée au temps des colonies. Ils se sont retrouvés en pleine campagne, isolés, sans aide ni ressources, dans ces baraquements vétustes, privés de sanitaires, d'eau chaude et de chauffage. Alors pour s'en sortir, ils ont accepté tout ce qu'on leur proposait dans les environs. Moi, j'ai vu les autres qui allaient travailler au champ, alors j'ai fait pareil. C'était tellement dur. On en pleurait parfois. Il y en a eu des larmes versées sur les plants de haricots.
Mais c'est ce qui nous a permis d'élever nos enfants. C'était difficile quand on y repense. Mais bon, on n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Il y avait des moments où je n'avais même plus envie de vivre. Mais alors je pensais à mes enfants et je me disais qu'il fallait que je vive pour eux. Il y a un petit commerce, maintenant ça n'existait pas. Hein. L'école, je suppose qu'elle est fermée, j'espère. Oui, c'est ça. L'association La CIMAD, nous avions été appelés par en particulier le médecin du camp pour essayer de faire un travail auprès des enfants, auprès des jeunes et de leurs mères, à une époque où la situation sociale devenait assez tendue. 1000 personnes, 600 moins de 20 ans à peu près, et une situation qui devenait de plus en plus dangereuse potentiellement, avec pas d'avenir, un enfermement du camp. Notre rôle était d'être d'abord présent dans le camp, et puis d'essayer d'ouvrir la porte, plutôt de lever la barrière, parce qu'à l'époque le camp était entouré d'une clôture fermée, avec une barrière à l'entrée. Alors on a essayé d'ouvrir la barrière à tous les sens du terme. Maintenant, nous, on ne veut plus quitter ce camp. Ça fait presque 50 ans qu'on est là. Ma mère non plus ne veut pas partir. Et mon père, il disait qu'il préférait mourir ici. Il ne voulait pas aller ailleurs.